Bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous faire part de quelques-unes de réflexions que nous avons travaillées dans le cadre de boîte à idées. Alors, dans les termes anglo-saxons, on appellera un think tank. Donc, sur le défi qui nous réunit aujourd'hui. Alors, on a bien vu qu'il y avait un certain nombre d'incertitudes. On l'a vu pour la démographie. On l'a vu pour le gaspillage, comment le réduire. Et on l'a vu, bien entendu, pour les perspectives de production. Et ça m'inspire au démarrage juste deux ou trois petites réflexions. C'est que souvent, quand on fait de la projection, on ne fait que prolonger les tendances du moment. Or, nous sommes dans un monde qui bouge, et qu'en ce qui concerne l'agriculture, la combinaison, je dirais, de l'ensemble des sciences de la vie et de l'informatique nous ouvre des champs d'horizon nouveaux qui vont, de mon point de vue, accélérer le progrès agricole, pourvu qu'on, bien entendu, on le rende accessible au plus grand nombre. Alors, bon, on parlait tout à l'heure de l'eau et de l'irrigation. Moi, j'ai vu, par exemple, en Inde, des travaux à partir du riz sauvage. Donc il y a un système racinaire beaucoup plus développé pour le croiser avec les populations locales. C'était à l'université de Bangalore. Et en fait, ça permettrait de passer de riz immergé à un riz irrigué qui diviserait par 10 l'utilisation de l'eau. Et je ne parle pas, bien entendu, de la sélection assistée par marqueur, voire de la transgénèse, qui permettrait non pas, bien entendu, faire que nos plantes pousseront sans eau, parce que les réserves que nos plantes font et qui nous servent de nourriture sont la combinaison des atomes de carbone, du gaz carbonique de l'air et des atomes d'hydrogène de l'eau que les racines puissent dans le sol. Mais par contre, on pourrait avoir des plantes qui tolèrent beaucoup mieux un certain nombre de stress abiotiques selon le stade où il intervient. On n'en est pas encore donc aux produits pratiques. Mais bon, nous sommes, comme disait M. Schmitt tout à l'heure, à partir du moment où on cherche, on peut penser qu'on continuera d'avancer. Alors, moi, je voudrais faire juste un petit peu de macroéconomie pour essayer d'alimenter le débat. Bon, la vision stratégique de l'agriculture, tout le monde la connaît. Bon, tout le monde parle de sécurité alimentaire, d'indépendance alimentaire, on pourrait même dire de souveraineté alimentaire. Et quand on a la souveraineté, eh bien, on a plus de puissance de politique quand on ne l'a pas. Alors, je voudrais juste là introduire le fait que l'Europe, aujourd'hui, n'a plus sa souveraineté alimentaire. Elle a globalement un déficit de l'équivalent de 25 millions d'hectares. Personne ne le sait, nous raisonnons tous comme des nantis, n'empêche que nous aussi, pour nous aussi, le déficit est là, même si il y a des progrès à faire en termes de gaspillage. Donc, et chez nous, le gaspillage, il est plus à l'aval qu'à l'amont. Mais s'il est beaucoup moins à l'amont, c'est aussi parce qu'on a des produits pour protéger nos plantes. Il faut le dire. Moi, je suis agriculteur. Mon grand-père faisait 15 quintaux. Mon père en faisait 40 et mon fils en fait 80. Il n'a pas exactement les mêmes moyens à sa disposition. Et tous les produits de protection des plantes qui sortent des mêmes pharmacies que les produits de santé humaine, je veux dire, les produits de santé des plantes, sont là pour protéger nos plantes à la fois de l'attaque des insectes, des virus, des champignons, des bactéries, etc. Et que l'oublier tant que nous n'avons pas des solutions alternatives crédibles serait une erreur fondamentale, de mon point de vue. Voilà pour l'aspect stratégique. Et bien entendu, aspects spécifiques, il y en a beaucoup. Et un des aspects spécifiques que je vais essayer d'éclairer, c'est que les marchés agricoles, les mécanismes des marchés agricoles ne se comportent pas comme les mécanismes des marchés manufacturés, ce qui m'amènera donc à la conclusion et à faire quelques recommandations. Et donc, à partir des travaux que nous avons menés, qui ont commencé par
le fait que nous avons bâti un modèle de projection économique, donc un modèle à module, hein, c'est un modèle d'économie générale calculable à module, et qui montre justement que ces marchés agricoles ne sont pas tout à fait comme les autres. Et donc ça m'amène à la conclusion de dire qu'il faudra promouvoir, si on veut assurer cette sécurité alimentaire, qui est le premier carburant de l'humanité, eh bien, nous aurons sans doute besoin d'une politique agricole et alimentaire à l'échelle internationale qui est différente d'une politique commerciale. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas une politique commerciale dans le cadre de l'OMC, mais une politique agricole et alimentaire, ce n'est pas la même chose qu'une politique commerciale. Et bon, je pourrais difficilement être taxé de protectionniste, de grand protectionniste, compte tenu que j'ai aidé à piloter une entreprise qui est implantée dans une quarantaine de pays. Alors, les prix agricoles sont instables, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est la courbe du prix du blé de Chicago depuis 1841 à nos jours. Hein, et donc, ça vous montre que le... Ah, pardon. Ça vous montre, bien entendu, que les denrées agricoles sur le plan international n'ont jamais, en termes de prix, été stables. Et que, je pourrais même y rajouter, que les prix que nous avons connus récemment, qui ont été taxés de faramineusement élevés, bon, tout est relatif. Sachez que moi, l'agriculteur que je suis, qui vous parle, j'ai vendu, bon, alors j'étais encore en francs, en 1984, il y a donc 30 ans, en francs courants, pas en constant, le même prix que l'an dernier. J'ai vendu mon blé 135 francs le quintal, et l'an dernier, j'ai vendu mon blé 200 euros la tonne. Ce qui veut dire, et heureusement que j'ai multiplié la productivité de l'exploitant que j'étais, parce que autrement, j'aurais également disparu. Tout ça pour vous dire bon, que les prix agricoles sont instables, et c'est donc avec ce graphique-là que j'ai pu convaincre quelques économistes universitaires de venir constituer ce modèle pour faire en sorte que ce ne soit pas une opinion exprimée, mais qu'elle soit là aussi étayée sur la science économique. Alors ma conviction, c'est que nous pouvons relever ce grand défi donc alimentaire, on va dire à 2050, hein, mais bon, ça passe bien entendu par l'éducation des hommes. Bon, et moi, quand je vais en Afrique, je trouve de plus en plus de véritables responsables agricoles. Certes, il y a encore beaucoup d'analphabétisme. Certes, il faut continuer de développer cette formation et cette information, mais c'est en route. Bien entendu, il faudra continuer d'utiliser l'innovation, je dirais, sous toutes ses formes. Alors après, il y a celle des sciences de la vie, j'en ai dit un mot. Il y a bien entendu l'accès aux engrais. Moi, je suis agriculteur. Bon, je connais un peu la vie de mon sol, même si aujourd'hui, on sait que ça a pour base la matière organique et l'humus, etc. On est loin de connaître l'ensemble de la rhizosphère des sols. On est donc loin de connaître quelles sont les pratiques qu'il faut mettre en route pour essayer de favoriser la rhizosphère qui nous est favorable. Mais je sais qu'à partir des semences, j'ai vu des travaux au Japon, par exemple, sur le transfert des nodosités des légumineuses du soja aux graminées. On n'en est pas là. À l'INRA, on a essayé il y a 30 ans, mais il n'y avait pas les mêmes outils donc des sciences de la vie qu'aujourd'hui, etc., etc. J'ai vu aussi au Mexique, par exemple, des pistes pour passer le blé de C3 en C4, c'est-à-dire une plus grande efficacité de la plante pour capter le gaz carbonique de l'air. Bon, je ne veux pas faire la liste exhaustive de l'ensemble de ces innovations. Sachez qu'elles existent, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent, et je pense que nous continuons d'avancer. Moi qui suis agriculteur, quand j'étais à l'école, on m'expliquait que finalement on avait juste inversé le rapport paille-grain et qu'on n'avait pas augmenté la production de la biomasse. Je peux vous dire aujourd'hui que nous avons augmenté avec nos variétés modernes la production de biomasse, et que donc c'est possible. Et puis, le dernier facteur qui me semble un facteur extrêmement important,
c'est comment peut-on corriger les instabilités intrinsèques du marché. L'agriculteur que je suis, il est devenu agriculteur parce que je me suis installé en 1972 et que le marché commun existait et que j'ai été en capacité, je me suis installé 11 hectares, j'en ai légué 140 à mon fils. C'est parce que j'ai pu faire des prévisions financières qui me permettaient, si j'étais à peu près bon agriculteur, d'imaginer avec l'évolution de mes rendements mon futur chiffre d'affaires et donc ma capacité à optimiser, comme disent les économistes, mes facteurs de production et donc à rembourser les emprunts que je faisais. Parce que nous étions dans une zone protégée des fluctuations internationales et cette lisibilité-là, finalement, a rendu une grande capacité à la France et à l'Europe de développer sa production agricole. Quand les Américains nous ont aidés à travers du plan Marshall, ils penseraient qu'on serait largement déficitaire, y compris en France. Et donc, la mise en commun et la protection des agriculteurs de la zone Europe, au départ, on était 6, on était beaucoup mieux protégés qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a maintenant à peu près 20 ans qu'on commence à enlever tout l'ensemble des barrières et les accords de libre-échange qui sont en train de se négocier. Donc, c'est l'anéantissement de la protection. Bon, et je ne suis pas protectionniste, mais je vous dirai comment on peut faire. Voilà. Et donc, quel que soit le paysan, et où qu'il soit dans le monde, j'ai vu un certain nombre d'agricultures, de par mes fonctions qui ont été signalées tout à l'heure, l'inquiétude est la même pour tous, c'est-à-dire comment peut-on mettre en route une production qui pourra permettre de faire vivre ma famille, faire entrer des quelques devises pour satisfaire les besoins autres que nourriciers, eh bien, c'est le prix qui revient à chaque fois. Et je suis de ceux qui ont organisé au Sénégal, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, le Dakar agricole. Et pour avoir discuté avec le président de la République qui avait donné, et ça s'est permis dans le cadre de l'OMC, donc un prix garanti à ses producteurs de riz de 240 $ la tonne, en 6 ans, il est devenu autosuffisant en riz, m'a-t-il dit, alors je n'ai pas été vérifié, parce que justement il a donné une lisibilité à ses paysans. Et donc à chaque fois qu'il y a une lisibilité, eh bien les agriculteurs, quels que soient leurs moyens à leur disposition, optimisent donc leur parcours culturel. Il y a donc un besoin de régulation, tout en, bien entendu, laissant marcher l'économie de marché, mais un besoin de régulation pour limiter cette instabilité des prix qui est complètement perturbante pour n'importe quel acteur économique. N'importe quel acteur économique. Bon, quand vous êtes devant une fluctuation de votre chiffre d'affaires qui peut aller de 1 à 2, comment voulez-vous faire des prévisions fiables et optimiser vos facteurs de production? Moi, l'an dernier, par rapport à cette année, j'ai perdu 80 € la tonne de maïs, vous m'entendez bien? Et avec le prix du maïs qu'on me paye cette année, je couvre tout juste mes charges opérationnelles. Eh bien, mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? On en a discuté ensemble. Il a serré, il a arrêté tous ses investissements. Alors, certes, il n'y a pas que du maïs sur l'exploitation. Bon, je suis aussi producteur de semences. On est donc avec un secteur qui dégage un peu plus de valeur ajoutée, ce qui permet de tamponner le revenu, mais tout le monde n'a pas finalement la chance d'être dans cette situation-là. Voilà. Alors, là, je rentre dans le vif du sujet. Vous voyez que finalement, alors j'aurais pu reprendre 72, mais entre 1980 et aujourd'hui, la production de céréales de la planète a augmenté de 900 millions de tonnes et que ça s'est fait strictement sur les mêmes surfaces. Et je vous montrerai tout à l'heure où ça s'est fait. Et que face à ça, le développement des surfaces, bon, de légumes, c'est marginal compte tenu, enfin c'est marginal, si on veut, hein, bon, passer de 25 à 50 millions d'hectares, mais ce sont surtout donc le soja, c'est-à-dire les oléoprotéagineux qui ont augmenté. Ils ont principalement augmenté à partir du double assolement, notamment dans le cône du sud de l'Amérique. Ce qui fait qu'au global, la somme des surfaces cultivées, le 1,5 milliard ou 6 qui a été signalé par rapport qu'a signalé M. Schmitt tout à l'heure, bon, eh ben, il est resté étal sur toute cette période. Ce qui ne veut pas dire que ça ne bouge pas, parce que les villes s'agrandissent.
Bon, la bouffe de la terre, c'est souvent la meilleure. Dans le cas des infrastructures, c'est même vrai encore dans notre pays. Bon, mais un pays comme le Brésil défriche 2 millions d'hectares par an. C'est pas en Amazonie, comme souvent on le dit. Donc, c'est plutôt dans la savane et avec des approvisionnements, notamment du fleuve Amazone, qui a encore de grandes possibilités. Bon, donc tout ça pour vous dire que finalement, le rendement agricole a augmenté un peu plus vite que le rendement, donc l'augmentation de la population. Alors, ce qui a été dit tout à l'heure sur la viande, c'est à la fois vrai et faux, parce que là aussi, il faut prendre en compte l'évolution de la génétique animale. Quand moi, je me suis installé, pour faire un porc, il fallait 6 quintaux, à peu près, de production végétale. Il en faut 3, 5. Bon. Une vache laitière, bon, elle ne mange pas 2 fois plus. Quand moi j'étais à l'école, elle faisait 4000 litres. Aujourd'hui, elle en fait 10 000. Et donc, ça aussi, ça a dégagé des potentiels. Et donc, la capacité de la génétique animale a fait que, globalement, elle a amélioré la transformation et elle a potentiellement diminué l'utilisation, même si, bien entendu, potentiellement, donc, quand on passe par la protéine animale, bon, il faut, on a une perte des calories disponibles. Je le dis parce que, bon, c'est ce qui me semble être, pour avoir, vous savez, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai regardé quand les pécos sont rentrés en Europe. Entre la production de porc et la production de céréales consommées, je m'y retrouvais pas. Ben oui, sauf que quand j'ai eu compris que la génétique porc dans les pays de l'Est n'était pas du tout du même niveau, j'ai compris où était le différentiel. Voilà. Donc tout ça pour dire que finalement, on a fait notre milliard de tonnes, à peu près sur les mêmes surfaces, ou 900 millions de tonnes, et qu'il reste encore un certain nombre de gisements sous les pieds. Alors là, je vais passer extrêmement rapidement. Ça, c'est la surface de maïs globale sur la planète, environ 160 millions d'hectares, bon, à 3 ou 4 millions d'hectares près. Sachez que la moitié des hectares font moins de 5 tonnes et que les tropicaux, notamment en Afrique, font 2 tonnes. Et donc, pour avoir été à un certain nombre d'endroits en Afrique, si on amène un peu d'engrais, parce qu'il y a des sols qui ont été dégradés, ils l'ont souvent été parce qu'on n'a fait qu'exporter, on n'a rien ramené en termes de minéraux pour nourrir les plantes. Et donc, quand on fait 20 gâteaux avec des tropicaux, ça laisse des perspectives. Même le Brésil, à 4,5 tonnes, il n'y a aucune espèce de raison qui rattrape à terme l'Europe. Peut-être pas les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas le double assolement, alors que dans certaines régions au Brésil, il y a le double assolement. Tout ça pour vous dire que là aussi, vous avez un gisement de productivité. C'est la même chose sur le blé. Alors, je mettrai là quelques bémols dans les zones semi-arides, notamment dans le cadre du Maghreb. Mais quand je regarde le Kazakhstan, Ukraine, etc., bon, et que le rendement de blé planétaire est de 3 tonnes, bon, quand on en fait 7 en France, en moyenne, et là aussi, et que, encore une fois, que je regarde ce qui se passe à l'Est chez nous, ça laisse, de mon point de vue, un certain nombre de marges de manœuvre. Et peut-être le plus caricatural, c'est le riz, parce que là aussi, en gros, sur les 150 ou 160 millions d'hectares, bon, vous êtes en dessous de 3 tonnes de rendement moyen. Si je regarde ce qui se passe en Inde, on est aux alentours de 2 tonnes. Alors, il se trouve que, bon, j'ai aussi un peu sillonné la Chine, que la Chine aujourd'hui est aux environs de 5 tonnes, principalement parce qu'elle a beaucoup investi en génétique et qu'elle a créé un blé hybride, un riz hybride, et que le riz hybride, bon, lui a permis d'atteindre les rendements que vous voyez là. Et moi, j'ai vu dans la province de Sangsa, donc un riz hybride dans une parcelle d'essai qui faisait 19 tonnes hectares. Voilà. Donc, quand vous regardez les surfaces de l'Inde, 45 millions d'hectares, de la Chine, 35, bon, si l'Inde, avec une génétique adaptée, bien entendu, il ne s'agit pas de transposer la génétique du jour au lendemain, mais bon, avec une génétique adaptée, et notamment à travers le riz hybride, vous voyez bien tout de suite les gisements de productivité
qui existent au total. Et donc ça veut dire que sur la période d'aujourd'hui à 2050, pour satisfaire les 70% qui ont été d'augmentation donc, de la production de végétale sur cette planète, pour satisfaire les besoins tels qu'ils ont été décrits, je n'y reviens pas, il faut une augmentation de 70 kg par hectare et par an. Bon, c'est largement ce que nous avons fait aujourd'hui sur les 30 dernières années. Et compte tenu de ce que je viens vous montrer, c'est possible, bien entendu, pour toute la moitié de la planète qui est en dessous des rendements moyens. Mais je crois que c'est possible encore, y compris dans les pays développés. Parce que si je regarde ce qui s'est passé entre l'Europe et les États-Unis, bon, les États-Unis ont fait, notamment sur le maïs, des progrès qui avoisinent 2% par an depuis les 15 dernières années, et que tout ce qui y va à l'éthanol aujourd'hui, et c'est 123 millions de tonnes, c'est pratiquement uniquement l'augmentation, surtout si je déduis les drèches qui reviennent à l'alimentation animale, c'est uniquement l'augmentation de leur productivité sur les 15 dernières années qui est utilisée dans l'éthanol. Bon. Et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui des biocarburants, je le dis pour M. Lebrun, bon, moi, quand nous étions en traction animale, parce que moi j'ai connu l'agriculture chez mes parents avec la traction animale, nous utilisions à peu près 10% de la surface de l'exploitation pour nourrir les chevaux qui tiraient les charrues. Alors certes, au bout de 20 ans, le cheval en mangeait, mais donc, si vous voulez, aujourd'hui, la proportion qui est utilisée en biocarburant n'est pas plus importante que celle qu'utilisait mon père, donc à l'époque de la traction animale. Je le dis parce que, bon, voilà. Et alors, je vais dire une chose aussi, je ne crois pas, alors sauf apparemment pour les algues, etc., mais je suis un tout petit peu, je suis agriculteur et donc un tout petit peu agronome. Et donc je ne crois pas à l'utilisation de la biomasse produite sur nos exploitations. Si nous ne voulons pas dégrader nos sols, nous sommes obligés de ramener de la matière organique sur nos sols et que pour ne pas dégrader nos sols, eh bien, le meilleur moyen, c'est de réenfouir nos résidus végétaux. Moi, j'ai pris des terres qui étaient des anciennes vignes. Je suis dans la Limagne du Sud, un peu en coteau. Il y a au moins quelqu'un qui peut témoigner dans cette salle, puisqu'il est venu sur mon exploitation. Et donc, j'ai pratiquement augmenté de 1% mon taux d'humus en 40 ans d'exploitation. Voilà. En réenfouissant tous les ans tous mes débris végétaux. Alors, pour les terres qui sont bien pourvues en taux d'humus, on peut sans doute faire une impasse pour tous les 3 ou 4 ans, bon, et faire une rotation sur le prélèvement des tiges, etc. Mais je mets en garde ceux qui pensent que la biomasse et donc l'utilisation non alimentaire viendra des tiges de nos produits, parce que les tiges de nos produits, nous en avons besoin pour ne pas baisser la fertilité de nos sols. Et d'ailleurs, un des problèmes, y compris dans certaines régions d'Afrique, c'est quand on a ramassé le pain de maïs, où on fait manger les fanes par les troupeaux. Et donc, du coup, on n'amène pas d'éléments fertilisants, on n'amène pas d'éléments organiques, et donc on est dans un processus d'appauvrissement des sols que là, il faut corriger. Voilà, pour cette première partie. Donc, bon, je suis encore aujourd'hui président de ce mouvement-là, et notre premier rapport, ça a été de construire un modèle, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas rentrer, donc il est multisecteur, multifacteur et multipays. C'est un modèle, un module, on a repris les grandes bases de données, dites de données GTAP, qui sont d'ailleurs au Canada, et nous avons monté un conseil scientifique international. Nous avons donc 8 scientifiques autour de la table. Il doit y avoir 2 Américains, 2 Canadiens, un Indien, un Égyptien, 2 Français, bon, etc. J'en oublie peut-être un. Bon, voilà. Donc nous avons construit un modèle à module. Et en fait, dans ce module, nous avons introduit le risque-prix. Puisque vous avez vu que le prix, bon, il n'a jamais été stable. Et en introduisant le risque-prix, notre modèle projette, bien entendu, continue de projeter le chaos des prix. Alors, c'est tellement vrai que quand on prend le modèle américain, vous voyez, c'est celui que vous avez sur votre gauche, bon, à chaque année, on vous dit, mais non, maintenant, bon, voilà,
Ça, c'était l'histoire, hein, donc à gauche, c'est l'histoire, mais la projection, c'est la stabilité, compte tenu des besoins, compte tenu de l'augmentation de la demande, compte tenu que la production ne suivra pas la demande, les prix vont rester hauts et stables. Bon. Et dans le modèle que nous avons bâti, si moi je débranche le module risque, j'ai exactement la même chose. Parce que l'agriculteur, il fait déjà face à un certain nombre de risques. Il fait face aux risques climatiques, ça tout le monde le sait. Il fait face aux risques épizootiques ou sanitaires, alors qu'on peut passer encore insectes, bactéries, etc., champignons et tout ce qu'on veut. Et si en plus on lui colle sur le dos le risque prix, donc je pense là qu'on prend, l'humanité prend un risque extraordinaire. Et pourquoi nous avons ce chaos des prix? Chaos des prix, mais là aussi ça a été assez bien décrit. C'est-à-dire que, bon, nous n'avons pas, bien qu'elles soient en croissance, nous n'avons pas d'élasticité de la demande. Bon, parce que les pays nourris à satiété ne mangent pas deux fois, même si la nourriture était gratuite. Et puis pour ceux qui sont en développement pour des questions de pouvoir d'achat, d'infrastructures, de distribution, de chaînes du froid, de tout ce qu'on veut, bon, eh bien, la nourriture ou sa distribution n'est pas toujours accessible. Ce qui fait que, bon, vous n'avez pas d'élasticité de la demande, bien qu'elle soit en augmentation. Ce qui fait que le moins des ajustements offre-demande. Je vous ai parlé du prix du maïs. 950 millions de tonnes de produits cette année. 40 millions de tonnes de stock, donc supplémentaires. Ça suffit pour déstabiliser l'ensemble de la production céréalière du monde. Et ça, c'est acceptable pour personne, parce que ce soit le producteur, que ce soit le transformateur, que ce soit même le consommateur, la stabilité que nous avions su mettre en œuvre en Europe a profité à l'ensemble des maillons. Et que croire à la main invisible du marché qui régulera tout, c'est, de mon point de vue, un leurre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette spécificité, parce que aussi la somme des assolements des agriculteurs de la planète, de 1,5 milliard de décisions, peut faire que l'emblavement varie lui aussi de 1 à 2% pour X et Y raisons. Alors nous, on nous a expliqué, y compris à Bruxelles, qu'il fallait écouter les signaux du marché. Mais plus vous écoutez les signaux du marché, plus vous êtes à l'envers du marché. Parce qu'il y a un effet de mimétisme qui peut justement faire varier donc cette régularité d'assolement. Et donc c'est donc un risque endogène et au passage, il n'est pas assurable. Sauf si c'est du camouflage de politique agricole, ce qui est une autre question. Et donc, on vous parle après beaucoup, souvent, de spéculation. Donc là, je suis en train de vous dire que l'instabilité des prix, elle est d'abord endogène, donc à l'activité agricole, compte tenu et à l'inélasticité de la consommation. Et que la spéculation qui vient derrière ne fait qu'amplifier le mouvement. Elle n'est pas à l'origine du mouvement. Elle ne fait que l'amplifier. Surtout que, bon, nous sommes dans un monde où tout circule très rapidement, que là-dedans, vous avez ce qu'on appelle les fondamentalistes, qui n'ont rien à voir avec les barbus, pardon, mais qui sont les gens qui sont capables d'analyser les fondamentaux des marchés. Et puis, vous avez tous ceux qui imitent, que mes économistes appellent les chartistes. Et tout ça, ça peut, bien entendu, faire boule de neige. Donc, vous avez une analyse. Quand vous connaissez les surfaces qui se mettent en œuvre. Moi, 2007, crise du blé. 207 millions d'hectares. 2008, 222 et sans sème. J'annonce à mes collègues agriculteurs responsables en disant, vous savez, ça peut se casser la gueule aussi vite que c'est monté. Mais non, Pagès, t'as rien compris, maintenant la demande est là, bon, etc. Alors, ce que je savais, pas bien entendu, quelle serait l'ampleur des aléas climatiques? Il y en a toujours ici ou là sur la planète. Où est-ce qu'ils tomberaient? Et donc, mais 15 millions d'hectares à 3 tonnes de blé à l'hectare, ça faisait 45 millions de tonnes, ça s'était envolé pour moins 23. J'étais sûr que s'il y avait toutes choses égales par ailleurs, ça surcasserait la figure pour plus 45. C'est ce qui s'est passé. Bon. Alors, si je savais analyser les aléas climatiques, bon, je n'aurais pas besoin d'être agriculteur parce qu'avec mes prévisions, tout le monde s'arracherait mes prévisions. Mais bon, ce n'est pas le cas.
Alors voilà, donc quand on connaît les surfaces et qu'on a une idée donc, du soin aux cultures, c'est-à-dire de la somme globale des dépenses, en gros, des besoins nécessaires à la production, ça aussi on peut avoir des statistiques pratiquement en temps réel, ça constitue une espérance de production et qui vous dit si vous êtes en excédent ou pas et qui peut être corrigé par les aléas naturels et qui alimente la spéculation. Mais bon, voilà. Mais ce n'est pas la spéculation qui fait le chaos du marché. Le chaos du marché, il est intrinsèque. Voilà l'enseignement qu'on peut tirer, bien entendu, de manière un peu rapide sur le modèle. Et donc, à partir du moment où, si l'objectif est réellement d'assurer la sécurité alimentaire, vous avez vu que, bon, moi, je ne me suis pas posé de questions, je ne suis pas rentré dans les nuances sur... Bon, je suis optimiste. Je dis que, bon, la science et l'innovation nous amèneront les solutions. Avant le législatif et le réglementaire. Commençons par trouver des solutions avant de légiférer. Et donc, si réellement l'objectif, c'est d'assurer cette sécurité alimentaire planétaire, bon, je pense qu'il faut se pencher sur la question. Alors, bon, j'ai parlé de création d'un Conseil de sécurité alimentaire. On pourrait imaginer sur la base du G20, quand vous êtes dans le G20, vous avez 86% de la consommation, 80% de la consommation, ou non, 86% de la consommation et 80% de la production. Et vous êtes 20 pays. Il n'y a pas d'être 220 pour édicter quelques grandes règles d'orientation. Je pense qu'on peut considérer donc la sécurité alimentaire comme un bien public mondial. Bon. Qu'on est en capacité aujourd'hui de connaître globalement ce que j'ai appelé le prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix de revient plus une marge par grande zone. Je peux vous dire en Europe, c'est 215 €, qu'au global, aux États-Unis, c'est aux environs de 200 $ pour le blé, etc. Donc nous connaissons globalement le prix de revient par grande zone. Et donc on pourrait imaginer, pour les 5 ou 6 grands exportateurs qui font 90% du marché mondial, on n'est pas plus, hein. Vous en avez 2 en maïs, vous en avez 3 en soja, et vous en avez 7 ou 8 en blé. Bon, voilà. En comptant l'Ukraine et la Russie. Et le Kazakhstan. Donc il n'y a pas tellement d'acteurs, donc on pourrait se dire les 5 ou 6 grands acteurs qui fournissent le marché mondial, et ils prennent en charge la constitution d'un stock minimum de sécurité alimentaire, voire d'intervention pour gommer les excès du marché. Et puis pour les pays en voie de développement, pour faire simple, parce que le temps m'est compté, je préconiserais qu'on aide ces pays-là, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, à mettre en place ce que nous avions fait au niveau de l'Europe, c'est-à-dire une espèce de protection qui les met à l'abri des grandes variations internationales du marché pour donner à ces agriculteurs-là cette lisibilité indispensable donc pour qu'ils assurent le développement de leur propre production agricole, parce que je ne connais pas de développement des pays sans que ces pays aient commencé par développer l'agriculture. Alors, donc on a aussi fait des calculs sur un certain nombre d'indicateurs. Le SGPA, c'est l'ensemble donc des aides qui vont à l'agriculture. Vous voyez que l'Europe n'est pas autant la forteresse qu'on le dit, puisque nous avons fait cet indicateur pour les États-Unis, 123 milliards d'euros. Hein. Alors là-dedans, il y a l'aide alimentaire qui en fait la moitié. L'aide alimentaire qui en fait la moitié. Mais même si j'enlevais l'aide alimentaire, l'ensemble des aides qui vont aux agriculteurs américains, contrairement à ce qu'on nous dit, sont supérieures à celles des agriculteurs européens. Bon, et vous avez ce que mobilisent les Chinois pour leur agriculture, ça se passe de commentaires. Et même le Brésil, dont on pourrait imaginer que c'est un pays aux frontières ouvertes à très grande compétitivité, a aussi une politique agricole. Et regardez ce que fait l'Europe. Et je pense que l'Europe pourrait faire des choses beaucoup plus intelligentes, c'est-à-dire, si elle veut continuer son système pour laisser le marché fonctionner, eh bien d'utiliser les aides lorsque le marché ne les donne pas aux agriculteurs
et puis et quand le marché nous le donne, ben, les trésoriser pour préserver les crises. Voilà très succinctement. Et donc nous sommes en train de faire un troisième indicateur, donc qui est celui-là, le rapport entre la sécurité alimentaire et le potentiel, les différents potentiels agricoles des pays. Voilà. Et donc je pense que pour résoudre le défi qui est devant nous, je reviens au premier transparent, ça passe par l'éducation, l'innovation et la régulation. Gentilini me disait un jour, le professeur Gentilini, qui a été président de la Croix-Rouge, les 3 piliers de l'humanité sont la santé, l'instruction et l'agriculture, et la nourriture. Et moi, je dirais, je suis d'accord avec vous, j'ai répondu, je suis d'accord avec vous, mais je mettrai la nourriture en premier, parce que si on n'a pas l'équilibre alimentaire, y compris les cellules du cerveau se développent pas normalement. Je ne vais pas faire un cours de... Bon, voilà, surtout dans les premiers mois de la vie, avec les acides aminés, que le corps ne sait pas synthétiser, etc., etc. Donc, ça passe par l'alimentation. Quand on a une alimentation saine et équilibrée, et avec le minimum de calories, les 2800 calories jour, on a une meilleure santé, et donc on peut étudier, et donc on peut se développer. Merci.